L'inflation est un terme dont on parle souvent dans les cercles économiques. Elle décrit une augmentation générale des prix des biens et des services. Cette hausse se produit dans toute l'économie, pas seulement pour des articles spécifiques. Quand l'inflation est forte, le pouvoir d'achat de la monnaie diminue considérablement. Chaque unité monétaire, que ce soit un dollar, un euro ou un yen, permet d'acheter moins de produits. Cette érosion de la valeur affecte directement les ménages. Elle rend les produits de première nécessité plus chers pour les gens ordinaires. L'épargne peut aussi perdre de sa valeur réelle avec le temps si les taux d'intérêt ne suivent pas la hausse des prix, ce qui crée de l'insécurité. Un des principaux moteurs de l'inflation est ce qu'on appelle l'inflation par la demande. Cette situation se produit quand il y a trop d'argent en circulation pour trop peu de biens disponibles. Imaginez une économie où la confiance des consommateurs est élevée et où les dépenses augmentent rapidement. Si la production de biens et services ne peut pas suivre cette forte augmentation de la demande, les prix vont naturellement augmenter. Les vendeurs peuvent facturer plus cher parce que les acheteurs sont prêts à payer. Ce scénario se produit souvent pendant les périodes de forte croissance économique. Il peut aussi être alimenté par les dépenses publiques ou des politiques budgétaires expansionnistes qui stimulent la demande globale au-delà de la capacité de production actuelle de l'économie. Une autre cause importante est l'inflation par les coûts. Ce type d'inflation vient du côté de l'offre de l'économie. Elle se produit lorsque les coûts de production des entreprises augmentent. Ces coûts peuvent inclure la hausse des salaires des travailleurs. Ils peuvent aussi concerner des prix plus élevés pour les matières premières ou l'énergie. Face à ces dépenses accrues, les entreprises les répercutent souvent sur les consommateurs. Elles le font en augmentant les prix de leurs biens et services finaux. Cela garantit le maintien de leurs marges bénéficiaires malgré des coûts de production plus élevés. De telles hausses de prix contribuent au taux d'inflation global. Il est crucial de faire la distinction entre une augmentation temporaire des prix dans certains secteurs et une inflation soutenue à l'échelle de toute l'économie. Par exemple, une mauvaise récolte peut augmenter temporairement les prix des denrées alimentaires. Cependant, cela ne constitue pas en soi une inflation généralisée, à moins que cela ne déclenche des hausses de prix plus larges. Les banques centrales surveillent ces tendances de près. Elles visent à maintenir la stabilité des prix, ce qui est essentiel pour la santé économique à long terme. Comprendre ces mécanismes de base est la première étape. Cela aide à comprendre le débat plus complexe sur la planche à billets et ses conséquences sur le niveau général des prix dans une économie. L'idée que faire marcher la planche à billets cause directement l'inflation est une croyance répandue. Ce concept est souvent lié à la théorie quantitative de la monnaie. Cette théorie suggère une relation directe entre la masse monétaire et le niveau des prix. Si la quantité d'argent en circulation double, les prix devraient aussi doubler, en supposant que les autres facteurs restent constants. Les banques centrales, en tant qu'autorités monétaires, ont le pouvoir d'augmenter la masse monétaire. Elles peuvent le faire par divers mécanismes, comme baisser les taux d'intérêt ou acheter des obligations d'État, une opération souvent appelée assouplissement quantitatif. GAP 2S. Ces actions injectent plus de liquidités dans le système financier. Cependant, l'histoire fournit plusieurs exemples où des augmentations importantes de la masse monétaire n'ont pas conduit à une inflation galopante. Prenons la période qui a suivi la crise financière mondiale de 2008. Les banques centrales des grandes économies, comme la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, ont mis en œuvre des programmes d'assouplissement quantitatif à grande échelle. Elles ont injecté des milliers de milliards de dollars et d'euros dans leurs économies respectives. De nombreux observateurs prédisaient une flambée de l'inflation à la suite de ces actions sans précédent. Pourtant, pendant de nombreuses années après ces interventions, les taux d'inflation dans ces régions sont restés obstinément bas, souvent en dessous des objectifs des banques centrales. Le Japon offre un autre cas d'étude intéressant sur ce sujet particulier. Pendant des décennies, la Banque du Japon s'est engagée
dans un assouplissement monétaire agressif. Elle l'a fait pour tenter de combattre une déflation persistante ou une inflation très basse. La masse monétaire du pays a considérablement augmenté pendant ces périodes. Malgré ces efforts, le Japon a eu du mal à atteindre une inflation modérée et soutenue. Les prix sont restés largement stagnants, voire ont baissé, pendant de longues périodes. Cette expérience remet en question le discours simpliste selon lequel plus d'argent équivaut automatiquement à des prix plus élevés partout. Elle met en évidence d'autres facteurs complexes en jeu au sein d'une économie. Ces exemples historiques soulignent que la relation entre la masse monétaire et l'inflation n'est pas toujours directe. Le contexte dans lequel l'expansion monétaire se produit est très important. L'état de l'économie, le comportement des consommateurs et des entreprises, et les conditions économiques mondiales jouent tous des rôles cruciaux. Regarder simplement le volume d'argent créé par une banque centrale n'est pas suffisant. Cela ne donne pas une image complète des résultats inflationnistes potentiels. Une compréhension plus nuancée exige d'examiner l'environnement économique plus large et les divers canaux par lesquels le nouvel argent peut être absorbé ou utilisé, sans nécessairement faire monter le niveau général des prix. Un facteur crucial qui peut empêcher l'inflation malgré une augmentation de la masse monétaire est la présence de capacités excédentaires dans l'économie. Cela désigne des ressources sous-utilisées au sein d'une économie. S'il y a beaucoup de chômeurs et que les usines ne tournent pas à plein régime, une injection de nouvel argent peut stimuler la demande. Cette demande peut alors être satisfaite en mobilisant ces ressources inutilisées. Dans un tel scénario, l'augmentation des dépenses entraîne une production plus élevée et pas seulement des prix plus élevés. L'économie, pour ainsi dire, croît pour absorber le nouvel argent. C'était une caractéristique clé au lendemain de la crise de 2008, où il y avait d'importantes capacités excédentaires au niveau mondial. L'augmentation de la productivité est une autre force puissante qui contre l'inflation. Lorsque les entreprises deviennent plus efficaces, elles peuvent produire plus de biens et services au même coût, voire à des coûts inférieurs. Les avancées technologiques, de meilleures pratiques de gestion ou des investissements dans de nouveaux capitaux peuvent tous stimuler la productivité. Si la masse monétaire augmente, mais que la productivité augmente aussi considérablement, l'économie peut produire un plus grand volume de biens et services. Cette augmentation de l'offre peut égaler, voire dépasser, la hausse de la demande alimentée par le nouvel argent. Par conséquent, les prix peuvent rester stables, voire baisser, malgré l'expansion monétaire, au bénéfice des consommateurs. La demande de monnaie elle-même peut aussi changer, influençant l'impact d'une offre accrue. Si les particuliers et les entreprises choisissent de conserver plus de liquidités plutôt que de les dépenser, la vitesse de circulation de la monnaie diminue. Cela signifie que chaque unité monétaire circule moins fréquemment dans l'économie. En période d'incertitude économique, les gens peuvent préférer épargner davantage et dépenser moins. Ce phénomène est parfois appelé une trappe à liquidité, surtout lorsque les taux d'intérêt sont déjà très bas. Dans de tels cas, même si la banque centrale injecte plus d'argent, celui-ci pourrait finir par dormir sur des comptes bancaires ou être thésaurisé, au lieu d'alimenter de nouvelles dépenses et l'inflation. La mondialisation et le commerce international peuvent aussi jouer un rôle pour freiner l'inflation nationale. Si un pays augmente sa masse monétaire mais peut importer des biens moins chers d'autres nations, cela peut maintenir les prix à la consommation bas. L'accès aux chaînes d'approvisionnement mondiales signifie que même si les coûts de production nationaux augmentent, les entreprises et les consommateurs peuvent se tourner vers des alternatives étrangères plus abordables. Cette pression concurrentielle de l'étranger peut limiter la capacité des producteurs nationaux à augmenter les prix. Par conséquent, une économie ouverte avec des liens commerciaux forts pourrait connaître moins d'inflation suite à une expansion monétaire qu'une économie plus fermée dans des circonstances similaires. L'interconnexion mondiale des marchés est un facteur significatif.
La théorie quantitative de la monnaie, souvent exprimée par MV/OPQ, fournit un cadre fondamental. M représente la masse monétaire, V, la vitesse de circulation de la monnaie, P, le niveau des prix, et Q, la quantité de biens et services, la production réelle. La théorie suggère que si V et Q sont stables, une augmentation de M entraîne directement une augmentation de P. Cependant, l'hypothèse cruciale est la stabilité de V et Q. En réalité, la vitesse de circulation et la production peuvent toutes deux fluctuer considérablement, surtout lors de chocs économiques ou de changements de politique. Cette variabilité explique pourquoi le lien entre la masse monétaire et l'inflation n'est pas toujours direct ou immédiat. Les théories économiques keynésiennes offrent une perspective différente, particulièrement pertinente dans les situations de faible demande. John Maynard Keynes soutenait que pendant les récessions ou les dépressions, les économies peuvent tomber dans une trappe à liquidité. Dans un tel état, les taux d'intérêt sont si bas que les gens préfèrent détenir des liquidités plutôt que de les investir, car les risques perçus l'emportent sur les rendements minimes. Injecter plus d'argent dans le système dans ces conditions pourrait ne pas stimuler les dépenses ou l'investissement. Au lieu de cela, le nouvel argent est simplement thésaurisé et la vitesse de circulation, V, diminue. Par conséquent, l'inflation ne se matérialise pas malgré l'expansion monétaire, car la demande globale reste insuffisante. Les anticipations des agents économiques, consommateurs, entreprises et investisseurs jouent également un rôle crucial. Si les gens s'attendent à ce que l'inflation reste basse et stable, ils sont moins susceptibles d'exiger des salaires plus élevés ou d'augmenter les prix de manière préventive. La crédibilité de la banque centrale est primordiale ici. Si une banque centrale est jugée crédible pour maintenir la stabilité des prix, ses annonces et ses politiques peuvent ancrer efficacement les anticipations d'inflation. Inversement, si la crédibilité est perdue, même des augmentations modérées de la masse monétaire pourraient déclencher des craintes d'inflation future, conduisant à une prophétie autoréalisatrice lorsque les gens agissent en fonction de ces craintes. En conclusion, affirmer que la planche à billets conduit automatiquement à l'inflation est une simplification excessive. Bien qu'une augmentation significative et soutenue de la masse monétaire, non accompagnée par une croissance économique ou des gains de productivité, puisse en effet être inflationniste, la relation est complexe. Des facteurs tels que les capacités excédentaires, la croissance de la productivité, les changements dans la demande de monnaie, le commerce mondial et les anticipations du public modulent toute cette connexion. Des exemples historiques, comme l'après 2008 ou l'expérience du Japon, montrent des scénarios où l'expansion monétaire n'a pas alimenté une inflation significative. Comprendre ces nuances est vital pour une politique économique efficace dans l'économie mondiale complexe d'aujourd'hui, afin de dépasser les hypothèses simplistes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu.